Bonjour. Regardez bien cette carte. Le rouge domine. C'est la carte de prévision de Météo France pour cet été de la sécheresse pour la France. C'est catastrophique. Presque tout le territoire est touché. Hormis, vous voyez, le Pays Basque, la vallée de la Garonne et de la Dordogne, le massif armoricain, disons la Bretagne, vous voyez ce petit coin nord-ouest du Nord, et puis là, la petite bande de territoire de l'Alsace. Tout le reste est rouge, c'est-à-dire est menacé par la sécheresse, et notamment le long d'une ligne qui va grosso modo de Bordeaux jusqu'à Charleville-Mézières, passe par le centre, le massif central, la région parisienne, et va jusque dans le nord-est de la France. Bref, la France est menacée par la sécheresse. Et pourtant, on connaît actuellement ce qu'on appellerait, nous, un mois de mai pourri. Il pleut beaucoup, surtout et on le sait bien, nous les Parisiens, dans la moitié nord de la Parisienne. Sauf bien sûr, la bordure méditerranéenne qui est, encore une fois, épargnée. Et donc, le bon sens populaire dit, ouf, il pleut enfin de l'eau. De l'eau, c'est bon pour la végétation, et de l'eau, c'est bon aussi pour, comme l'on dit, recharger les nappes d'eau souterraines. Et malheureusement, la réponse des experts est non. Et on va voir pourquoi. Essayons déjà de bien préciser les ordres de grandeur. On va parler d'abord de la planète Terre, c'est-à-dire cette boule bleue qui est une planète humide, fort heureusement pour nous, même très humide, puisque, vous savez, 70% de sa surface est couverte par les océans. Ça fait une quantité d'eau colossale, puisque la profondeur moyenne, c'est une moyenne, est de plus de 3000 mètres. Et donc, 97,5% de l'eau de la planète Terre, c'est de l'eau salée. Il ne reste donc que 2,5%, c'est encore un gros volume, d'eau, j'oserais dire, douce et utilisable et consommable, c'est pas toujours le cas, par l'homme. Il y a les lacs en surface, il y a les marais, faut pas les oublier, il y a les rivières, il y a les fleuves, et il y a les eaux souterraines, que les eaux souterraines ne représentent que très peu de choses. Allez, juste un dernier chiffre. La quantité d'eau qui tombe à la surface sous forme de pluie du globe, qui est quasiment constante au fil des années, très peu partent dans l'espace, eh bien, les eaux souterraines ne représentent que seulement 2% de la pluie qui tombe. Vous voyez donc que c'est très peu de choses et qu'il faut donc en prendre un grand soin et surtout que ces eaux souterraines sont menacées. Alors, les eaux souterraines, comment ça marche? Donc, les eaux dites souterraines, par opposition aux eaux libres, aux eaux de surface, je vous rappelle, les marais, les fleuves, les rivières, les nappes souterraines sont alimentées plus ou moins rapidement, on le verra, par la pluie, par les mécanismes d'infiltration. Donc je vous rappelle, il pleut, une partie de l'eau s'évapore, l'autre va ruisseler pour être récupérée par les rivières, les lacs et les fleuves, et l'autre va pénétrer lentement par un mécanisme qu'on appelle de percolation. La percolation, vous savez pourquoi l'image? Ce sont les anciennes cafetières. Lorsque l'eau coule goutte à goutte sur le café moulu, on appelle ça une percolation. Et donc, l'eau va pénétrer et saturer les premiers mètres de la surface du sol. Lorsque ces premiers mètres sont gorgés d'eau, l'eau va continuer par gravité à descendre et va venir imbiber les constituants du sol et notamment s'immiscer entre les grains, les petits grains du sol. Ce ne sont pas des rivières et des lacs, non, c'est simplement des limons, c'est simplement du sable qui sont gorgés d'eau et vont constituer ce qu'on appelle la nappe phréatique. Et cette nappe phréatique est en liaison, au point de vue de la pression, avec l'eau de surface. Donc, nappe phréatique, eau de surface. Tantôt les eaux de surface alimentent la nappe, tantôt c'est la nappe qui alimente les eaux de surface. Et donc, en fonction de la nature du terrain, on distingue 3 types de nappes phréatiques. Premier type de terrain, le terrain calcaire, style l'Écosse. Ce sont des nappes aquifères karstiques, c'est-à-dire que dans les fissures du calcaire, l'eau va s'infiltrer, dissoudre le calcaire,
et être stockées, mais là sous forme de lacs, de rivières souterraines, chères aux spéologues, et ce qui donne des grandes grottes, si vous voulez, dans lesquelles on peut accéder. Ensuite, deuxième type de terrain, qui sont les vallées, j'oserais dire vallées alluviales, avec des grandes rivières, avec des grands fleuves, où il y a une grande épaisseur au fil des années de limons, et c'est dans ces limons et ces sables que vont être stockées de grosses quantités d'eau, c'est ce qu'on appelle l'aquifère sédimentaire, les nappes aquifères souterraines. Et puis enfin restent les massifs granitiques, basaltiques, avec les volcans, c'est des fissures simplement, et c'est surtout la fonte de la neige et de la glace qui vont s'infiltrer dans les fissures de la roche et constituer de petites réserves d'eau. Ça sera de l'eau qui sera très pure, vous savez, c'est les fameuses eaux minérales que l'on connaît, et surtout siliceuses. Voilà donc les trois types de nappes. Mais toutes ces nappes, encore une fois, sont alimentées par l'extérieur, par l'infiltration des eaux de pluie. Donc, ce qui nous concerne, nous, ce ne sont pas les nappes d'eau souterraines dans la montagne, ce sont surtout les nappes aquifères dans les bassins sédimentaires. Essentiellement, je vous le rappelle, le bassin parisien, vers 400 mètres de profondeur, pour vous situer les idées, la nappe d'eau qui est piégée dans le bassin parisien pourrait alimenter pendant 40 ans, sans autres sources d'eau, évidemment, l'ensemble de la population du bassin parisien. Et donc, vous voyez, il faut protéger, je voudrais dire, ce capital au maximum. Le bassin rhodanien, et puis également la vallée de la Garonne. Donc, logiquement, ces réserves d'eau servent, disons, à passer les périodes difficiles de l'été. En théorie. Parce qu'en pratique, on a connu 3 années de déficit en eau, disons de sécheresse. Donc ces nappes ne sont pas, comme vous l'avez vu sur le schéma, rechargées par l'eau de pluie. Il est certes tombé de la pluie, mais en quantité insuffisante. Et donc ça donne le bilan suivant, que le BRGM, tous les mois, fait la carte de la situation des nappes phréatiques, et vous voyez que, bon, là en vert, c'est, disons, le niveau est normal dans la moyenne, hein, les Landes, le bassin aquitain, bien sûr, la Vendée, la Bretagne, le Nord, évidemment, les contreforts du Massif central. En jaune, là, on est déjà bas. En orange, c'est déjà... Les niveaux maintenant sont très bas. Vous voyez que le Massif central tout de même est en déficitaire, également les bords de la Loire et les Ardennes et les Vosges, mais également en rouge, vous voyez, il y a des grands déficits ici dans le Nord-Est vis-à-vis du Jura. Et puis, ne parlons pas, bien entendu, de l'arc méditerranéen avec les Pyrénées-Orientales et également, ne l'oublions pas, le Var et les Alpes-Maritimes. Voilà donc la situation des nappes. Donc ces nappes, disons à 75%, connaissent un déficit. Leur niveau est plus bas et parfois très bas par rapport à la normale. Mais, se dit-on, ouf, il a plu. On l'a connu après un mois de janvier pluvieux, un mois de février, hélas, sec, et un mois, surtout avril, mais surtout mai, extrêmement pluvieux. Regardez ce que ça donne sur la carte. Donc, ce mois de mai, humide, j'oserais dire, est profitable, disons, pour les sols, mais peut-être pas pour les nappes. Voilà la carte établie par Météo France. Vous voyez donc, plus c'est bleu, plus c'est humide, plus c'est rouge, c'est normal, plus c'est sec. Donc il a beaucoup plu dans la partie, disons, à la moitié nord de la France, la Bretagne, le Cotentin, le nord, la région parisienne, à Paris, plus 60% en plus par rapport à la normale de chute d'eau. Par contre, regardez, Marseille, moins 80%, ne parlons pas, bien entendu, des Pyrénées-Orientales, et puis du Var et des Alpes-Maritimes. Et là, on peut se dire, ouf, il pleut, ça va recharger les nappes. Eh bien là, hélas, très peu. Pourquoi ? Parce que ça tombe trop tard, à la mauvaise période. En effet, l'eau qui tombe, il fait plus chaud. Une grande partie s'évapore. L'autre partie va être prise dans les parties, disons, allez, dans les 10 premiers mètres du sol,
par percolation, et c'est là, ce sont les racines des plantes, des arbres, qui vont s'en servir pour fabriquer de la matière organique. Il faut fabriquer très rapidement des feuilles, il faut fabriquer des fleurs, et il faut fabriquer également des fruits. Donc, très peu d'eau va percoler et descendre et réalimenter les nappes. Et comme ces nappes étaient déjà en déficit et que nos besoins ne font qu'augmenter en fonction de notre mode de vie, de nos loisirs, de notre consommation, de l'augmentation de la population et surtout de la production agricole, eh bien les choses ne peuvent pas s'arranger. Voilà qui vous explique que nous connaissons donc des sécheresses et nous risquons d'en connaître d'autres. Et surtout, comme le dit très bien l'hydrologue Emma Aziza, que je remercie pour nous aider à préparer cette émission, et qui est un peu mon professeur, Emma a dit « Nous nous sommes trompés de cible dans la gestion de l'eau ». On s'est trompé à différents niveaux. C'est-à-dire que déjà, sur le plan scientifique, là, une étude vient de sortir et elle nous raconte à quel point les nappes phréatiques souterraines, non seulement elles alimentent tous les petits cours d'eau qui y a en surface, et les rivières, et puis ensuite les fleuves. Donc en réalité, l'eau que l'on voit dessus, eh bien, elle est alimentée par l'eau du dessous quand il ne pleut pas. Et il y a un jeu d'équilibre permanent. Mais qui plus est, on s'est complètement trompé dans le modèle parce que on ne savait pas à quel point ça avait un impact sur l'humidité des sols. Ça signifie que l'agriculture, elle a besoin de s'appuyer sur un taux d'humidité des sols qui est nécessaire et qui s'appuie en fin de compte sur l'état des nappes. Si tu viens piocher massivement dans les nappes et qu'on les assèche et qu'on les tarit plus vite, eh bien il n'y a plus d'eau dans les sols, donc on projette plus rapidement un risque de sécheresse, et puis il n'y a plus d'eau dans les rivières, et là c'est tout le vivant qui a besoin d'eau, et on a complètement oublié ce vivant-là. On n'a pas vu venir l'effet boomerang, et on n'a pas compris à quel point le changement climatique, ça allait avoir un impact en premier lieu sur le cycle de l'eau. Et ça, c'est ce qu'on est en train de vivre actuellement. En résumé, je n'ai pas l'habitude d'être pessimiste, et pourtant, avec les spécialistes, dont Emma, je suis inquiet quant à l'avenir. Nous allons vers des sécheresses, nous allons vers, j'oserais dire, un tarissement de nos nappes souterraines qui sont notre capital et qui vont mettre beaucoup de temps à se recharger. Pensez que, ce sera le dernier chiffre, pour recharger les nappes phréatiques, il faut parfois quelques dizaines d'années, mais parfois ça va atteindre presque un siècle pour faire ça. Et puis surtout, lorsque l'on a épuisé à sécher une nappe, quand bien même l'eau reviendrait, la nappe ne se reconstituera pas. Pourquoi ? Parce que comme il n'y a plus d'eau dans le sol, et que la nature a horreur du vide, elle va donc combler. Et sous la pression, sous le poids du sol, en l'absence d'eau, eh bien le sol va s'effondrer et va détruire le réservoir naturel. Comme quoi, vous voyez, l'avenir n'est pas un long fleuve tranquille.